messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, le président ukrainien non réélu Volodymyr Zelensky perd du terrain sur son territoire au niveau international et dans la guerre médiatique. Nous partirons ensuite pour Le Havre où l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a reçu la visite de la police dans le cadre d'une affaire de prise illégale d'intérêt. Et enfin, nous ferons un tour par la clinique des Champs-Élysées, centre de médecine esthétique et lieu de recasage d'Olivier Véran. Le président Zelensky connaîtrait-il son dernier printemps à la tête de l'Ukraine ? Celui qui avait été érigé en icône voit son image se dégrader et ses soutiens inconditionnels d'hier commencer à prendre leur distance. Vous l'avez peut-être raté, l'Ukraine aussi. Dimanche ne se déroulait pas dans le pays l'élection présidentielle prévue le 31 mars. Un report qui peut laisser songeur sur le héros de Bruxelles, Volodymyr Zelensky, qui ne jure que par une lutte à mort entre la démocratie ukrainienne supposée et l'autocratie moscovite. La Russie, elle, a connu une élection présidentielle il y a 10 jours. Évidemment, les conditions de la vie politique russe peuvent être critiquées selon des critères ouest-européens. Les faits n'en demeurent pas moins là. Le président ukrainien non élu, Volodymyr Zelensky, bénéficie par ailleurs de la loi martiale, renouvelée tous les 90 jours, ce qui lui permet de concentrer tous les pouvoirs. Un fait reconnu par la presse européenne qui fait des exercices de contorsion pour expliquer que néanmoins tout va bien en matière de démocratie. Ainsi le média belge RTBF titrait-il à la veille de la non-élection en Ukraine. Pas d'élection présidentielle en Ukraine, Zelensky concentre tous les pouvoirs, mais ça n'empêche pas le débat politique. Une formule qui peut prêter à sourire quand on sait que même avec des élections régulières, le fameux débat politique n'est pas toujours garanti, plus à l'ouest. Reste qu'en Ukraine, l'organisation d'une élection aurait été très complexe à considérer, les hommes mobilisés sur le front, la sécurisation du scrutin tant au niveau militaire qu'en matière de fraude, mais aussi probablement l'inopportunité de mobiliser les moyens de l'État pour une élection en plein conflit. La réalité du pouvoir ukrainien aujourd'hui est celle d'un président à 62% d'avis favorables dans les études d'opinion contre 82% il y a un an. Une chute qui laisse néanmoins Zelensky à un niveau qui pourrait faire des jaloux à Paris ou à Bruxelles. Le décrochage de 20 points, inédit depuis le début de la guerre, apparaît néanmoins comme un avertissement ou un signe de déclin. En effet, avant la guerre, le président Zelensky avait déjà connu de sérieux revers, à l'image de plusieurs de ses députés qui avaient quitté le bercail face à son inexpérience politique et à sa perméabilité aux volontés d'oligarques notamment. Une partie de ces élus a quitté le pays au début de la guerre et d'autres ont été arrêtés dans le cadre de scandales de corruption. Un tableau peu reluisant qui laisse imaginer que son pouvoir fragile n'aurait pas survécu au-delà d'un mandat. Sauvé électoralement par la guerre, Zelensky s'est vu confier un costume de chef de guerre qui paraît un peu grand pour un ancien amuseur de la télévision, aussi habitué soit-il au travestissement. Le Parlement ukrainien, censé garantir un équilibre des pouvoirs, se trouve aujourd'hui discrédité avec une défiance de la population passée de 34% en décembre 2022 à 61% aujourd'hui. Ces indicateurs sur les popularités du président et du Parlement diffusés dans la RTBF belge témoignent d'un raidissement de l'opinion alors que l'échec de la contre-offensive a mis à mal le narratif d'une hypothétique reconquête. L'abaissement de l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans, décrété par le président mercredi, ne devrait pas susciter un vif enthousiasme. La mesure, probablement militairement nécessaire, illustre les difficultés à recruter pour le pouvoir en place alors que les volontaires internationaux ne se font plus légion. Les campagnes de recrutement des deux camps offrent par ailleurs un aperçu de l'état d'esprit de part et d'autre. Ainsi, la Russie met en scène 2 de ses soldats qui échangent sur le front de l'idée de s'installer à Kiev ou à Odessa. Ты случайно не знаешь, где Печерские пагорбы в Киеве? Это центр. У меня там тетка живет. Крутой район. А чего? Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу. А я в Одессу рвану. Море люблю. Les gros sabots de la propagande pour susciter des vocations alors qu'en face, côté ukrainien, le pouvoir est obligé d'abaisser l'âge de la mobilisation. Une mobilisation délicate pour Kiev qui se trouve par ailleurs au cœur de scandales puisqu'une partie de l'élite d'État a exfiltré ces jeunes hommes plus à l'ouest pour leur éviter la guerre. Ainsi, au moins 2 des 3 enfants du maire de Kiev, Vitali Klitschko, Maxime et Elisabeth, ont fait les choux gras des réseaux sociaux. En cause, la vidéo de leurs vacances en Allemagne, à Hambourg, faite de luxe et d'excès.
une vidéo encore non authentifiée par la majorité des médias, mais qui semble bien mettre en scène ces deux enfants du maire, qui n'ont certes pas l'âge d'aller sur le front, mais dont l'image semble en sérieux décalage avec la vie de nombreux jeunes Ukrainiens. Un décalage dont les services russes d'influence ont décidé de tirer profit en proposant une comparaison entre la jeunesse dorée ukrainienne et un jeune soldat de l'armée. Attention, des images peuvent s'avérer choquantes pour un public sensible. Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Подорожувати, тусуватися, відпочивати, відриватися наповну. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок – еліта, а ти – м'ясо. Чи готовий ти померти за нього? Un montage outrancier dans le cadre d'une propagande de guerre omniprésente dans les deux camps, mais qui illustre une réalité ukrainienne, réalité qui est aussi celle d'une partie de la jeunesse russe qui n'est ou n'avait pas été mobilisée du fait de leur ascendance sociale. Des polémiques analogues avaient ainsi touché Moscou au début du conflit et lorsque la situation militaire était défavorable à l'automne 2022. Du côté de la propagande occidentale, même le journal Le Monde, qui s'applique à défendre l'effort de guerre de Kiev, admet ainsi un lent mais continu grignotage territorial russe, faisant état de l'approvisionnement en armes et en stocks bien plus efficace que celui de l'Ukraine, en dépit du soutien occidental. Depuis octobre 2023, l'armée russe aurait ainsi gagné 505 km², ce qui n'est pas énorme, mais qui pourrait donner une tendance avec la reprise de la ville d'Avdiivka, dans le Donbass. On est ici très loin des gains territoriaux de la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022, qui avait vu Kiev reprendre 12 000 km², mais c'est plutôt au niveau de l'équilibre des forces en présence que les inquiétudes prennent forme dans le camp de l'Ukraine. Le manque d'hommes s'ajoute ainsi au manque de matériel et surtout le soutien international est sans cesse remis en question. L'annonce d'un soutien presque inconditionnel du président Macron semble même être un mauvais signe tant celui-ci a tendance à se trouver à contre-courant des événements. Le soutien des opinions est en recul en Europe et les États-Unis demeurent suspendus à l'élection de la fin de l'année. De passage à Paris, le secrétaire d'État Antony Blinken a ainsi fermé la porte au déploiement officiel de troupes dans le pays. Notre politique est claire, la politique du président Biden est claire, il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un conflit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter, ce n'est pas dans notre intérêt. Pour nous, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un conflit direct avec la Russie. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de chacun des membres de l'OTAN. Un désaveu pour le président français et un secrétaire d'État qui parle d'intérêt national, là où Emmanuel Macron se vautre dans des considérations abstraites. Leçon de géopolitique ou diversion, quoi qu'il en soit, il semble bien que les alliés de la France, qui savent encore ce qu'est l'intérêt national, veuillent éviter la fameuse escalade dans le conflit. Dans le journal Le Monde, un spécialiste affirme ainsi que le stock initial de missiles russes a été sous-estimé. Et en effet, une partie de la défaite qui semble se dessiner pour le camp de Kiev se trouve ici. L'analyse de la situation de guerre s'est mélangée avec un optimisme sans limite dans les capacités occidentales. Les défaillances russes de 2022 ont poussé Kiev et ses alliés à se voir très beaux. Moscou a de son côté intensifié ses efforts et repris la main. Une reprise en main qui ne lui permet cependant pas pour l'heure de gagner beaucoup de terrain, mais qui lui donne un avantage psychologique qui pourrait pousser les décideurs russes d'avancer comme de continuer la politique des petits pas. Un conflit qui peut ainsi durer, mais le temps semble jouer contre l'Ukraine, qui ne peut pas indéfiniment continuer avec un président non élu et qui doit sans cesse s'assurer du renouvellement du soutien occidental, se montrant ainsi, paradoxalement, tributaire des élections de ses alliés, à défaut d'en organiser sur son propre territoire. Édouard Philippe, dans la tourmente, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, toujours élu au Havre, a vu ses bureaux perquisitionnés mercredi. Le motif, une enquête diligentée par le parquet national financier. Élément d'explication avec Rémy Tell.
Le Havre n'est plus en paix et son maire Édouard Philippe, candidat déclaré à l'élection présidentielle non plus. Mercredi, des enquêteurs ont investi les locaux de l'hôtel de ville et de la communauté urbaine, troublant la tranquillité habituelle de cette sous-préfecture de la Seine-Maritime. Les perquisitions, menées jusqu'à 19h, interviennent dans le cadre d'une enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Le célèbre mis en cause, visiblement très gêné, s'en est expliqué lui-même devant les caméras de télévision. Oui, il y a eu des perquisitions qui ont commencé ce matin à la ville et à la communauté urbaine, à la suite d'une plainte qui a été déposée il y a maintenant plusieurs mois, je crois en septembre dernier, par une ancienne agente, je ne sais pas comment on dit, par un ancien agent de la communauté urbaine, qui critique les conditions d'exploitation de la cité numérique, pour tout vous dire. Donc évidemment, nous avons moi-même, les élus, l'ensemble des services administratifs de la communauté urbaine et de la ville du Havre. Nous sommes à la disposition des magistrats et nous avons répondu et nous allons répondre à toutes les questions qu'ils posent pour démontrer très sereinement et de toute bonne foi que nous avons respecté les règles. Outre Édouard Philippe, une autre élue havraise est visée par les accusations. La plaignante, qui a demandé l'anonymat, serait quant à elle l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre. En CDD, son poste n'avait pas été reconduit au printemps 2023, officiellement pour défaut d'expertise et d'implication. Charge maintenant à la police judiciaire de Rouen et à l'Office central de lutte contre la corruption, les infractions financières et fiscales de trouver d'éventuelles preuves pour étayer ces dires. Édouard Philippe aurait notamment détourné les règles de passation des marchés publics pour confier la gestion de la cité numérique du Havre à une association créée par l'une de ses adjointes, association à laquelle la collectivité a versé plus d'1 million d'euros de subventions. Des accusations qui fragilisent le prétendant à l'Élysée, puisqu'il encourt pour de tels faits une peine d'inéligibilité, de quoi contrarier le politologue Alain Duhamel. L'homme politique le plus populaire de France, un candidat déclaré à l'élection présidentielle, est mis en cause. Alors il va recevoir un tas de témoignages de solidarité du monde entier et en tout cas de tout l'Hexagone. Il va aussi recevoir pas mal d'injures, d'imputations et d'accusations. Pour l'heure, les témoignages de solidarité venus du monde entier ne sont pas encore arrivés jusqu'à Édouard Philippe. En France aussi, la retenue semble de mise, puisqu'aucune figure emblématique de la Macronie n'a fait part de son soutien à l'ancien Premier ministre. Les esprits chagrins envisagent même une opération de discrédit qui pourrait venir d'assez haut, sans toutefois que cela puisse être prouvé précisément. Reste que l'animosité à l'endroit de l'ancien second par le président laisse imaginer un scénario peau de banane depuis l'Élysée ou même depuis un ministère. Aux Champs-Élysées, il y a tout ce que vous voulez, y compris la possibilité de se faire botoxer. La clinique esthétique du 8e arrondissement de la capitale fait parler d'elle depuis qu'Olivier Véran a rejoint ses rangs. Renaud de Bourleuf. Plus de médecins dans les campagnes, mais une armée de docteurs parisiens sont disponibles pour vous refaire les seins. En zone rurale, certains villages manquent de généralistes, mais à Paris, le 8e arrondissement ne manque pas de chirurgiens esthétiques. C'est précisément là, à la clinique des Champs-Élysées, avenue Franklin Delano Roosevelt, que le député de l'Isère et ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, a choisi de se refaire une nouvelle carrière, et pas autre chose, bien sûr. Le lieu est connu sous le surnom de clinique des influenceurs et a ouvert de nombreuses annexes dans les grandes villes de France et même à l'international. Les New-Yorkais peuvent donc se refaire une beauté à la clinique des Champs-Élysées située entre Central Park et la Trump Tower. L'objectif de la société pour la fin de l'année 2024, atteindre le chiffre de 40 cliniques et ensuite se développer sur l'ensemble du continent européen. Une grande ascension pour un établissement qui était sur le point de fermer il y a une dizaine d'années. La clinique du Rond-Point a été fondée au début des années 1990 par un certain Michel Cohen. L'établissement était spécialisé dans la chirurgie esthétique, mais la discipline devenait de moins en moins rentable et vers 2010, la société était au bord de la cessation paiement. Le fondateur a donc appelé à la rescousse sa fille Tracy Cohen, une financière qui travaillait alors chez Rothschild, en même temps qu'un certain Emmanuel Macron. Le monde est petit. Une fois arrivé, réforme l'entreprise de fond en comble. Des changements majeurs, y compris du nom de la clinique, qui devient la clinique des Champs-Élysées, et la diversification des activités. À la chirurgie esthétique se rajoute la médecine esthétique. Cette dernière catégorie se distingue par l'absence d'actes chirurgicaux. Il s'agit des actes non invasifs à but cosmétique, tels que le botox ou les lasers, mais aussi les injectables. Un domaine qu'Olivier Véran, véritable apôtre de la piqûre, connaît bien.
Tracy Cohen a bien flairé l'affaire. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'IMCAS, Congrès de la chirurgie plastique, la médecine esthétique pèse plus de 8 milliards d'euros, soit 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Un vrai succès et le tout obtenu sans publicité. C'est en effet interdit dans le secteur médical. Qu'à cela ne tienne, Tracy Cohen a trouvé la parade, le bouche à oreille, et pas avec n'importe qui. Des influenceuses telles que Nabila ont fait des selfies en se faisant botoxer à la clinique des Champs-Élysées. Reste à savoir si la présence d'un ancien ministre sera un autre coup de pub en faveur de l'établissement. La société aux 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et aux 300 salariés, dont une centaine de médecins, n'en a pas besoin. Et le groupe qui a inauguré 10 nouveaux centres en une année va continuer son expansion. Tracy Cohen se dit fier de créer de l'emploi. Pas sûr que l'ensemble du corps médical l'entende de cette oreille. Les médecins généralistes sont plus attendus pour combler les déserts médicaux en zone rurale que pour compléter leurs revenus par un temps partiel dans une clinique esthétique. Au hasard, à Mélan, en Isère, 5 médecins généralistes sont partis à la retraite sur la seule année 2021. La commune a été identifiée comme une zone de désertification par le département de l'Isère. Ça tombe bien, c'est le territoire où le docteur Olivier Véran est ancré localement comme député. Passons à présent à l'actualité en bref. Une promesse qui avance à petite vitesse. Mercredi, le gouvernement est parvenu à un accord avec les régions pour le Pass Rail. Ce dispositif doit permettre à 700 000 jeunes de moins de 27 ans de voyager en illimité à bord des trains régionaux TER et des intercités pour un forfait de 49 € mensuels entre juin et septembre, c'est-à-dire pendant l'été. De quoi penser à une opération séduction de la jeunesse en facilitant leurs loisirs. Les 18-27 ans ne sont pas en effet les premiers électeurs de la majorité macroniste. Valérie Ayer cible Jordan Bardella. Lors d'un événement organisé mercredi, la tête de liste Renaissance aux élections européennes a dénoncé, je cite, le mépris de son adversaire du Rassemblement national. Celui-ci a en effet annoncé qu'il ne participerait pas au prochain débat télévisé organisé le 10 avril. Le numéro 3 de la liste RN, l'ancien patron de Frontex Fabrice Leggeri, sera chargé de le représenter. Une configuration perçue comme inéquitable par Madame Ayer, qui a menacé de ne pas se rendre, elle non plus, sur le plateau de France 24 et RFI. Quoi qu'il arrive, elle croisera bien le fer avec Jordan Bardella lors d'un face-à-face sur BFM TV début mai. Sandrine Rousseau ou l'ingérence jusque dans les couches de vos enfants. Sandrine Rousseau appelle à rajouter des tâches ménagères supplémentaires pour favoriser la transition écologique avec un objectif zéro déchet. Parmi ses suggestions, privilégier les couches lavables. Une idée qui ne tient pas compte du progrès qu'a été la couche jetable pour des millions de foyers et qui, si elle était appliquée, se ferait tout particulièrement au détriment des femmes qui demeurent les premières concernées, puisque cette besogne échoue majoritairement aux femmes en France dans les foyers et encore plus dans les crèches. Des condamnations mais pas de changement de cap. Après la mort de 7 humanitaires à Gaza et malgré ses critiques virulentes, Joe Biden ne devrait pas revoir dans les faits son soutien à l'État hébreu. L'administration américaine redouterait avant tout un embrasement régional et c'est la raison pour laquelle elle n'assume, pour l'heure, que des divergences sur la méthode avec le gouvernement israélien. Une méthode qui a déjà coûté la vie à 32 000 Palestiniens depuis le mois d'octobre et l'attaque de nature terroriste perpétrée par le Hamas. L'intelligence artificielle ne l'était pas tant que cela. L'outil de reconnaissance faciale Just Walk Out, utilisé par Amazon dans ses magasins pour facturer les clients sans passage à la caisse, tournait en fait avec l'appui de 1000 opérateurs indiens. Ces derniers suivaient en temps réel les acheteurs via des caméras afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des opérations. Une sacrée main-d'œuvre pour un système censé faire l'économie des hôtes de caisse. Face à la polémique, Amazon devrait renoncer à son outil d'IA pour le substituer par des caddies connectés. Espérons que cette fois, ils ne seront pas directement branchés sur Bangalore. J.K. Rowling n'ira pas à Azkaban, la prison des sorciers. Mardi, la police écossaise a considéré que le tweet jugé provocateur de la romancière connue pour la saga Harry Potter n'était pas une infraction. La veille, J.K. Rowling, réputée transphobe par les extrémistes de gauche pour avoir dit qu'une femme est une personne qui a un utérus, s'était exprimée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi locale sur les crimes de haine et l'ordre public. Un texte qui criminalise les propos ou attitudes incitant à la haine contre l'âge, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle ou la dite identité transgenre. La romancière écossaise a ainsi déclaré sur les réseaux sociaux X qu'il y avait un danger pour la liberté d'expression en Écosse et que donner la définition exacte du sexe biologique pouvait faire de vous un délinquant. Elle avait ajouté que, si ses propos tombaient sous le coup de la nouvelle loi, elle était prête à être arrêtée. Une horloge pour la Lune. La Maison-Blanche a annoncé, mardi, avoir demandé à la NASA de définir un référentiel de temps lunaire. Autrement dit, l'agence spatiale doit établir un système d'heures Sélène d'ici 2026. Un projet ardu, puisque le temps s'écoule plus rapidement lorsque la gravité est moindre. Ainsi, les montres et les chronomètres sur la Lune avancent de 58,7 microsecondes par jour par rapport à la Terre. Ce nouveau système d'heures doit servir pour les prochaines missions spatiales de plus en plus nombreuses, notamment le programme Artemis qui prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2026. Dans un instant, un zoom avec Bruno Maigret et immédiat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.